Bonjour et bienvenue dans Aux Avant-Postes, l'émission qui cherche un sens au chaos du monde. Assiste-t-on à un basculement, à un renoncement de l'un des piliers du libéralisme, la libre circulation des capitaux? Après la surveillance des investissements entrants, voici venu le temps du contrôle des investissements sortants. Ça vient des États-Unis et ça commence par le président démocrate Biden qui publie un premier décret présidentiel en août 2023, limitant les investissements en Chine. Le président Trump prend le relais et signe une loi en décembre 2025 interdisant certains investissements sensibles américains dans plusieurs pays, dont évidemment la Chine. Pour en parler, je reçois Vanina Paoli-Gagin, sénateur de l'Aube du groupe Les Indépendants, et Sabine Nogès, avocate associée au cabinet McDermott. Bonjour mesdames. Je voudrais qu'on commence par écouter celui qui a porté depuis un certain nombre d'années cette initiative parlementaire pour bloquer les investissements sortants vers la Chine. Il s'agit du sénateur John Cornyn. Il s'exprimait en décembre 2025. On l'écoute. Ça m'est égal si les investisseurs américains veulent construire un nouveau Starbucks ou un nouveau Burger King en République populaire de Chine. Ce qui m'importe, ce sont les technologies à double usage et les technologies de pointe qu'ils pourraient utiliser contre nous dans l'Indo-Pacifique. Selon certaines estimations, les investissements américains dans des entreprises chinoises ont atteint 2,3 milliards de dollars de valeur marchande en 2020. Cela inclut, aussi incroyable que cela puisse paraître, 21 milliards de dollars dans les semi-conducteurs, 54 milliards dans les entreprises militaires et pas moins de 221 milliards dans l'intelligence artificielle. Et tout ça au nom, évidemment, de la sécurité nationale des États-Unis. On écoute de nouveau le sénateur John Cornyn. Il s'exprimait très récemment sur cette question et il donnait la raison pour laquelle il fallait bloquer les investissements sortants vers la Chine. On l'écoute de nouveau. Je le répète, chaque dollar investi par un investisseur américain dans une entreprise chinoise peut potentiellement être utilisé pour produire des armes et des technologies destinées à tuer des Américains. Alors justement, pour éviter que les investissements sortants en Chine ne tuent des Américains, il y a eu une loi qui a été donc votée au Congrès, qui a été signée par le président Trump en décembre 2025. Cette loi s'appelle The Comprehensive Outbound Investment National Security Act de 2025, qu'on appelle sous l'acronyme COINS Act, et qui a été signé dans le cadre d'une loi beaucoup plus large sur la défense nationale. Ma première question, c'est donc de savoir si vraiment on est en train de basculer dans le libéralisme, Madame la sénateur. Je pense effectivement qu'il s'agit plutôt d'une adaptation finalement à la nouvelle réalité géopolitique et technologique, plus qu'une vraie rupture. En fait, c'est une nouvelle approche en termes de sécurité économique qui est en train de se construire et de s'inventer. Et elle est, d'une certaine manière, dans le contexte que vous avez décrit, totalement nécessaire. Pourquoi ? Pour deux raisons principales, selon moi, c'est parce que c'est la fin de la mondialisation heureuse, n'est-ce pas ? Avec des ruptures dans nos chaînes d'approvisionnement qui se sont fait jour avec la pandémie, mais aussi la guerre russe en Ukraine. C'est aussi l'arsenalisation, ça a été expliqué, des dépendances par la République populaire de Chine, qui pour moi est un pouvoir dual par essence. Et puis, le contrôle des investissements sortants. Effectivement, vous l'avez dit, ça marque une véritable évolution idéologique américaine, qui était quand même, il faut le rappeler, le pays du libre-échange et de la libre circulation des capitaux. Sabine Nogès, vous êtes avocate. Pour vous, ça marque aussi une rupture dans le droit des affaires internationales ? Non, sans doute pas une rupture, là aussi plutôt une adaptation.
les piliers de l'économie libérale, c'est-à-dire la neutralité de l'État dans les investissements privés, la libre circulation des capitaux, ça fait quand même déjà longtemps que ça n'est plus le cas. On a aujourd'hui des régimes qui s'appliquent, de contrôle des transferts de technologie, de contrôle des exportations, notamment pour les biens à double usage, c'est-à-dire les biens qui ont à la fois un usage civil et militaire. Donc aujourd'hui, on est plus sur une responsabilisation et une responsabilisation des entreprises. Avec quels partenaires stratégiques, quels partenaires de confiance elles ont envie de commercer. Oui, mais qui décide? C'est l'État qui décide avec qui? C'est l'État qui décide, mais l'État décide déjà depuis de nombreuses années. Vous l'avez rappelé, dans le cas des investissements entrants, il y avait déjà un contrôle de l'État. Et le contrôle des investissements sortants, il est effectivement plus présent aujourd'hui avec la loi américaine, avec les projets de recommandations européennes. Mais ça fait des années que les entreprises doivent demander des autorisations lorsqu'elles exportent des technologies sensibles en dehors d'Europe. Alors, qu'est-ce que ça change, la loi Coins, aux États-Unis? La loi Coins, elle vise déjà, c'est important de le rappeler, un pays préoccupant. Pas tous les pays du monde. Et ce pays préoccupant, c'est la Chine. Il faut préciser que dans la loi, il y a aussi la Corée du Nord, Cuba, la Russie, l'Iran et le Venezuela de Maduro. Exactement. Mais ces 5 pays qui ont été ajoutés, alors lors de la première réglementation Biden, effectivement, on n'avait que la Chine, Hong Kong et Macao. Avec le Coins Act, on a effectivement des pays qui ont été ajoutés. Les 5 pays que vous avez mentionnés, Iran, Corée du Nord, Russie, Venezuela de Maduro et Cuba. Ce changement n'a pas beaucoup d'impact parce qu'il faut savoir aujourd'hui que ce sont des pays qui sont sous embargo économique et sous sanctions. Donc le commerce américain avec ces pays-là est déjà limité, voire nul. Oui, mais ce n'est pas le cas avec la Chine. Ce n'est pas le cas avec la Chine, mais la Chine, effectivement, depuis 2023, on a cette disposition Biden qui s'applique et qui vise à limiter, dans des secteurs qui sont très définis, les transferts de technologie. Vous pensez que c'est normal d'avoir visé ces pays-là, Madame la sénateur? Alors, on peut le comprendre. Je pense que dans cette liste, il y a plusieurs sous-jacents dans les choix qui sont opérés. Évidemment, la Chine est visée au premier chef pour les raisons que nous évoquions tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est une super ultra-puissance, qu'en fait le monde occidental découvre seulement maintenant que depuis une trentaine d'années, la Chine travaille, met les bouchées doubles, elle produit plus d'ingénieurs par an que tout le reste du monde. Déjà ça veut dire quelque chose. Et que dans ses plans quinquennaux et ses plans décennaux, elle s'est fixé un cap. Les routes de la soie, il y a tout un tas d'offensives aussi d'un point de vue géographique et de prise aussi d'emprise dans un certain nombre de pays. Je pense à la plaque Indo-Pacifique, mais aussi en Europe. Il ne faut pas se le masquer. Et donc, effectivement, la Chine, c'est le super rival. Et comme on l'a dit, c'est une puissance duale, eh bien, effectivement... toutes les technologies qui sont développées, on peut avoir une présomption de suspicion de dualité et d'usage applicatif. Après on peut se demander, parce qu'il y avait eu la réflexion sous les années Biden, on peut se demander pourquoi les biotechnologies ne sont pas dedans. Alors que, pardon, mais on peut fabriquer des armes et des médicaments, donc c'est dual avec ça. Ah, entièrement d'accord avec vous. Mais pourquoi ils ne l'ont pas mis dedans? C'est une énorme surprise pour moi. Il y a ce que vous dites, effectivement, c'est une arme létale par excellence. Mais en plus, de plus en plus, c'est un sujet qui m'intéresse, on arrive à des confins entre la biologie et l'informatique, par exemple. Par exemple, aujourd'hui, on peut stocker des octets et des octets de données sur de l'ADN. Donc, en fait, la révolution en marche et la révolution de demain... elle est essentiellement pour moi dans les sciences du vivant. Donc vous êtes surpris qu'il n'y ait pas les biotech. Et vous, Sabine Noguet? Alors ça a été ôté, puisque dans la législation américaine, il n'a jamais été question des technologies. Modulo sans doute la technologie IA appliquée aux biotechnologies. Donc l'IA générative qui peut s'appliquer en biotechnologie sur des données patients, qui va être concernée. En Europe, le premier projet de recommandation et le livre blanc qui date de 2024 sur ces investissements sortants avait envisagé que la biotechnologie puisse être ajoutée à la liste des technologies contrôlées à l'exportation, contrôlées en tant qu'investissement sortant. Dans la dernière recommandation de 2025, la biotechnologie ne figure plus sur cette liste-là, mais elle y revient par le biais à nouveau de l'IA générative, cette IA lorsqu'elle est destinée effectivement à accumuler des données de patients et lorsqu'elle est orientée vers les biotechnologies. Donc on résume, il y a les
semi-conducteurs, il y a l'IA, il y a le quantique, la microélectronique avec évidemment les supercalculateurs et toutes les technologies hypersoniques. Bon, évidemment, on pense aux fusées balistiques hypersoniques. Ça apparaît logique ou pas ? Oui, ça apparaît logique. Après, je rebondis sur ce qu'a dit Sabine. Si effectivement on réintroduit finalement une emprise sectorielle sur d'autres périmètres via l'IA, autant dire qu'on est presque... Oui, surtout. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui. À présent, sur tous les domaines. Ouais. C'est transversal. On a un point de vigilance à avoir de ce chef-là, je pense. Sabine Nogès, ça concerne qui, l'interdiction ou la notification au département du Trésor de cet investissement sortant vers la Chine ou les 4 autres pays? Ça concerne, le texte parle de US person, donc personne américaine, mais est-ce que c'est vraiment uniquement un Américain? Oui, mais les personnes US, ça peut être très très large. C'est une définition assez classique qu'utilisent les Américains. Ouais. Pourquoi ? Parce que quand on parle de personnes US, on va parler aussi d'extraterritorialité. Ouais. Une personne US peut être en Europe, une personne US américaine peut diriger une entreprise européenne. Or, aujourd'hui, la législation américaine et le Coins Act sont susceptibles de s'appliquer. On ne mesure pas encore l'impact, mais vont s'appliquer à des personnes américaines qui dirigent des entreprises européennes et qui n'auront pas le droit de diriger des transactions interdites, c'est-à-dire vers la Chine ou vers les autres pays qu'on a mentionnés, dans les technologies sensibles. Donc il y a une vraie extraterritorialité de ces dispositions américaines qui vont concerner toutes les personnes qui ont une nationalité américaine, voire une double nationalité américaine et européenne, et qui dirigeraient des entreprises européennes. Mais alors, est-ce que je suis une US person, donc concernée par le Coins Act, si je suis français, installé dans une filiale aux États-Unis d'une boîte européenne? Non, si vous êtes français, non. Si vous êtes... Mais si la boîte européenne est sur le territoire américain, est-ce que je suis concerné? Vous serez concerné si vous dirigez cette boîte américaine à faire une transaction interdite. Mais en tant que US personne, vous n'êtes concerné que si vous avez la nationalité US. C'est-à-dire que si vous êtes en Europe, situé en France, dans n'importe quelle entreprise, et on connaît beaucoup d'entreprises européennes qui ont quand même des dirigeants qui ont une nationalité américaine, voire une double nationalité. On parle aussi des administrateurs des entreprises. Et administrateurs et dirigeants. À partir du moment où vous avez un pouvoir de direction, pouvoir d'orientation de la transaction, vous ne pourrez plus, vous devrez vous récuser. D'accord, mais donc la filiale de la société européenne installée à New York n'est pas concernée par le Coins Act. Elle est concernée si elle a un établissement aux États-Unis et que dans ce cas-là, elle dirige la transaction des États-Unis et que la technologie qui est transférée est une technologie américaine. Et si elle la dirige depuis les États-Unis avec un dirigeant ou un administrateur français, mais en utilisant ce qu'on appelle le nexus, le lien, le dollar, est-ce qu'on tombe dans le coins? De toute façon, la législation américaine est faite que dès qu'on a un nexus, c'est-à-dire un lien qui peut être quelquefois très distendu, on se trouve sous le couvert de la législation américaine. Un nexus, c'est simplement payé en dollars. Vous payez une transaction en dollars, vous êtes soumis au nexus américain. Voire utiliser un réseau social ou une messagerie américaine. Oui, peut-être. Là, aujourd'hui, on ne sait pas. Et ce qu'il faut savoir quand même, c'est que sur le Coins Act que vous avez mentionné, donc qui date de 2025, aujourd'hui, il n'est pas encore entré en vigueur. Non. On a, il y a 450 jours. Voilà, donc ça nous Mars met au 2027. Exactement. Mais aujourd'hui, on a quand même une législation qui s'applique d'ores et déjà, qui est la législation qui est adoptée sous le président Biden en 2023. Bon, il faut craindre l'extraterritorialité de nouveau américaine sur cette problématique, Madame la sénateur. Ben oui, parce que là encore, qu'est-ce que ça dit? Ça dit qu'en fait, on ne veut pas se priver de la capacité d'attraire à sa propre législation et à son propre système juridique des personnes physiques ou morales des entreprises qui en sont quand même éloignées et que de toute façon, comme le disait justement Sabine, via ce nexus, on arrive quand même à ratisser très très large. Donc, mais comment on s'en préserve? Comment on s'en préserve? Est-ce qu'il faut faire une loi aussi? Est-ce qu'il faut suivre les Américains là-dessus? Alors ça, je pense que Sabine va en parler avec ce qui se passe en Europe, mais je ne suis pas sûre que ce soit le meilleur bouclier, personnellement. La loi n'est pas toujours le meilleur bouclier. Je pense qu'on a d'autres atouts et on a des fondamentaux à renforcer, en tout cas en Europe. Je vais prendre un exemple. L'épargne privée européenne,
environ 300 milliards par an quand même, est investi beaucoup dans des fonds de pension et des entreprises américaines. Je pense que recentrer un petit peu l'affectation de cette épargne à la solidification de l'Europe dans des champs technologiques majeurs, c'est plus assurer notre robustesse, préparer la création de richesses pour les générations futures demain, que finalement légiférer. Sabine Nogès, évidemment, on réfléchit en Europe à ces questions. La présidente de la Commission européenne, von der Leyen, a suivi dans le discours le président Biden sur ces questions-là. Elle a annoncé à plusieurs reprises dans des communications que l'Europe réfléchissait à ces questions. On en est où précisément ? Alors, je pense que ce qui est important de rappeler, c'est qu'on n'a pas du tout la même philosophie entre les US et l'Europe sur ce projet de réglementer les investissements sortants. Aux US, d'abord, on ne vise, comme on l'a dit pour l'instant, qu'un pays vraiment préoccupant, c'est la Chine. Les projets en cours en Europe ne visent pas des pays spécifiquement. Oui. On est sur une démarche en plus qui est une démarche volontaire en Europe. Aujourd'hui, avec la recommandation qui a été adoptée en 2025, on est sur une collecte d'informations par les États pour voir effectivement s'il y a des lacunes. Si aujourd'hui, on a des fuites technologiques, des débauchages clés de personnel sur des technologies sensibles, et comment on pourrait remédier à ces fuites technologiques. Et est-ce que ça donc c'est la Commission qui a demandé aux États membres de réfléchir là-dessus. Et aujourd'hui, donc, on a une prochaine étape donc, qui est 2026, juin 2026, où normalement les États membres et les experts devraient faire remonter des informations pour savoir effectivement à quel niveau on a des lacunes, à quel niveau on a laissé passer, on a des fuites technologiques, quels sont les pays vers lesquels on a le plus de fuites technologiques, sous une forme qui pourrait être un petit peu une cartographie des risques, en fait. Mais c'est une recommandation. La question qu'on pose aujourd'hui, c'est est-ce que les instruments qui existent déjà sont suffisants ? Est-ce qu'on peut les adapter ? Ou est-ce qu'il faut légiférer spécifiquement sur cette problématique des investissements sortants ? Mais c'est une question qui est encore ouverte. Ouais, il y a des États membres qui souhaitent légiférer ou il y en a au contraire, qui ne souhaitent pas du tout légiférer là-dessus? Alors ça, personnellement, je ne suis pas en capacité de vous répondre précisément en nommant les États membres. Mais ce qu'on peut dire, c'est que déjà, au sein d'un certain nombre d'États membres, il existe des réglementations ad hoc vis-à-vis de certains pays, donc via des accords internationaux. J'ai entendu dire que la stratégie allemande, notamment vis-à-vis de la Chine, pensait à inclure ce type de réglementation. Oui, mais il y a déjà des réglementations qui existent, comme le disait Vanina. Il y a en Allemagne et en Autriche des registres statistiques des investissements sortants. C'est le cas aussi en Espagne. En Europe, plus globalement, on contrôle quand même, et on l'a déjà dit, les investissements sortants sur des technologies ultra sensibles, ce qu'on appelle les technologies duales, civiles et militaires. Donc on contrôle déjà ces investissements sortants. Donc, avec des notifications que l'entreprise... Enfin, que l'agent doit opérer chez qui ? À la direction, alors pour la France, à la Direction Générale du Trésor. D'accord, donc c'est pas au niveau européen. Chaque pays a son contrôle. D'accord. Mais c'est l'objectif de la recommandation européenne aujourd'hui, c'est que chaque pays, aujourd'hui, a ses propres réglementations, son propre contrôle sur ces aspects-là, en dehors du contrôle des exportations de biens à double usage qui est réglementé au niveau européen. Mais effectivement, on essaie de se dire, est-ce qu'il y aurait besoin d'un instrument commun au niveau de l'Europe, ou est-ce qu'on va demander à chaque État membre d'adapter ses systèmes, effectivement, pour faire face à ces investissements sortants ? La France est très en avance sur ces sujets-là. Aujourd'hui, on contrôle déjà les investissements sortants. Je vais vous donner un exemple, puisque typiquement, si vous avez un pays qui souhaitent acheter une licence en R&D, par exemple sur des médicaments, la biotechnologie, les semi-conducteurs, eh bien l'entreprise européenne qui va céder cette licence, elle va devoir demander une autorisation parce que l'acquisition de cette licence, donc ce transfert immatériel, va au profit d'une entreprise extra-européenne. Donc on a déjà une espèce de millefeuille de réglementation. L'idée, c'est de savoir est-ce qu'effectivement on réglemente au niveau européen ou on se contente des instruments qu'on a déjà. Pour conclure, au niveau européen, où on se contente ? Je pense qu'il faut les deux, en fait. Il faut qu'on garde un système hybride. Il faut qu'au niveau européen, on soit capable d'avoir une vision macro de nos dépendances et des sujets sur lesquels on doit avoir des points de vigilance. Et puis ensuite, laisser les États membres appliquer leur législation parce qu'on touche au cœur quand même de la souveraineté et du régalien indirectement par les sujets qu'on traite. Merci à toutes les deux. Merci. C'est l'heure de notre rubrique Dans le radar.
Un ouvrage, une étude, une enquête qui nous a interpellés cette semaine. Aujourd'hui, un livre, celui de Pierre-Wolf Mandrou, intitulé « La jungle du café », publié chez Plon. C'est un ouvrage, une enquête même mondiale dans l'univers du café, des conditions de la production qui ressemble parfois à de l'esclavage, à la consommation en passant par la distribution via des marchés parfois spéculatifs. Bonjour Pierre-Wolf Mandrou. Bonjour. Alors, votre livre commence évidemment par nous rappeler qu'on consomme chaque jour 2 milliards de tasses de café. Donc c'est un chiffre important. Vous précisez même que le marché est régulièrement en augmentation entre 1 et 2% par an. Pour autant, votre livre commence à dire que le secteur, cette filière se porte très mal. Pourquoi ? Eh ben, elle est en crise parce que, paradoxalement, c'est ce que vous venez de dire, le café n'a jamais été autant consommé dans le monde. Ça augmente de 2 à 3% chaque année en termes de consommation de manière très régulière. Et pourtant, il y a de moins en moins ou de plus en plus de pays qui ont du mal à trouver des producteurs et encore plus difficilement des cueilleurs, alors que le café n'a jamais autant rapporté d'argent. Il crée des fortunes parmi les multinationales qui vendent du café. Je pense notamment à Nestlé et Starbucks. Et pourtant, les plantations sont désertées par les producteurs. C'est très patent, notamment en Amérique centrale, où tous les migrants que l'on voit arriver en Amérique du Nord, aux États-Unis, ce sont souvent des gens qui travaillent dans le café, parce que ce sont des pays qui s'appuient beaucoup sur l'économie du café. Et voilà, et pourtant, ils ne sont plus là. Alors que se passe-t-il ? C'est tout le paradoxe que j'essaie de creuser dans ce livre. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que ça démarre au début de la production ? Est-ce que ça veut dire que les entreprises, les fermes qui produisent sont mal rémunérées et que la vraie valeur ajoutée, elle est gagnée par d'autres ? Voilà, c'est en fait, il fallait comprendre où va l'argent, parce que s'il y a plus d'argent, les producteurs devraient mieux gagner leur vie. Et ben c'est pas le cas. J'ai découvert que de plus en plus de cette manne du café est accaparée par les multinationales. Elles prennent un pourcentage de plus en plus élevé sur le prix du café au kilo, qui sont en sachet, en capsule, moulus en grains. Et les producteurs touchent pour leur kilo de café quasiment les mêmes prix qu'il y a 30 ans. Je vous laisse imaginer avec l'inflation ce que ça veut dire. Ça veut dire que beaucoup de producteurs n'arrivent plus à envoyer leurs enfants à l'école, n'arrivent plus à se nourrir, n'arrivent plus à se soigner, sauf quelques pays qui ont été les grands gagnants de la mondialisation parce qu'ils ont embrassé la productivité et parce qu'ils ont des très grosses exploitations. Mais la majorité des producteurs de café restent des petits producteurs qui ont moins de 3 ou 4 hectares. Ils représentent 80% du café qui est consommé dans le monde et ils vont assez mal, assez mal. Et alors, le problème, est-ce que ça vient des États qui ne soutiennent pas assez leurs paysans sur ces questions-là ? Et en même temps, vous commencez votre livre Enquête mondiale par une tournée que vous faites avec des inspecteurs du travail au Brésil, sauf que cette tournée, elle est protégée par des hommes en armes. Oui, j'ai suivi en fait des inspecteurs du travail dans les plantations de café brésiliennes parce que c'est le premier pays producteur. Le Brésil, c'est un pays qui a été le gagnant de la mondialisation du café. Ils sont extrêmement productifs et pourtant, l'on trouve énormément d'esclaves modernes chez les cueilleurs. Dans des plantations parfois certifiées pour vendre du café à Nestlé ou à Starbucks. Chaque année, ils arrivent pas, ils croulent sous les demandes des travailleurs en détresse et ils n'arrivent pas à répondre à toutes les demandes. Ce que cela montre, c'est qu'en fait, il y a une espèce de froideur de l'industrie vis-à-vis de tous ces petites mains du café, tous ceux qui cueillent le café et tous ceux qui le produisent, eux gagnent très peu d'argent, sont exploités, écrasés par le système parce qu'on leur réclame des prix très bas et ils font tout pour baisser les prix, les salaires de ces producteurs. Et malheureusement, même dans un pays aussi développé et aussi engagé sur ces questions que le Brésil, on trouve énormément d'esclaves modernes. Et là, je parle du Brésil, mais en fait, c'est pareil dans tous les pays. Si je suis allé au Brésil, c'est parce qu'il y a des inspecteurs du café financés par l'État pour dénoncer ces situations. Dans plein d'autres pays, malheureusement, l'État ne finance même pas ce type d'inspection du travail, quoi. Oui, est-ce que ce marché est spéculatif ou pas ? Vous parlez beaucoup de la place de la Suisse comme place de marché importante. Est-ce qu'il y a vraiment de la spéculation sur le café ?
Oui, alors c'est pas la majeure partie du problème ne vient pas de là, mais c'est quand même un problème. Il y a quand même de la spéculation autour du café, des fonds d'investissement gigantesques, souvent basés aux États-Unis, qui réagissent à la nanoseconde lorsqu'il y a les cours qui baissent ou qui montent. Ce que ça veut dire, c'est qu'ils arrivent à s'accaparer une bonne part de la manne du café. Alors, pas énorme, mais quand même quelques pourcents, qui feraient la différence si cet argent allait aux producteurs. Donc il y a de plus en plus d'acteurs très puissants et très riches basés dans les pays occidentaux. Alors en Suisse, parce que la Suisse est la plaque tournante du commerce des matières premières. Toutes les entreprises qui sont dans ce business sont là-bas pour des raisons fiscales. Et ça fait partie du problème. Après, comme vous l'avez dit, il y a des États qui arrivent à améliorer un peu la situation. Certaines filières sont mieux organisées que d'autres. Je pense par exemple à la Colombie, qui a une fédération du café depuis 100 ans, qui, elle, garantit un prix minimum décent aux producteurs colombiens et qui s'en sort un peu mieux que les autres. C'est pas pour rien que, vous l'avez probablement vu sur vos paquets de café, l'IGP Café du Brésil, voilà, il y a une IGP, il y a une marque spéciale du café. Le café colombien est légèrement plus cher parce que les producteurs en bénéficient. Merci beaucoup. Mais ce n'est pas le cas partout. Merci beaucoup Pierre Wolf Mandroux pour vos réponses. Aux avant-postes, c'est terminé. Merci à toutes les deux d'y avoir participé. Vous pouvez retrouver cette émission sur france24.com, sur nos réseaux sociaux et sur nos podcasts. Au revoir.